Dans cette nouvelle capsule vidéo, je vous propose de revenir sur le fonctionnement synaptique que vous avez déjà vu en classe de première dans la partie sur la vision. Alors, je vais vous présenter dans un premier temps la façon dont fonctionne une synapse, donc qui consiste en une transmission chimique des messages nerveux. Rappelez-vous, les messages nerveux arrivent par les neurones sous forme d'un message de nature électrique. Et au niveau de la synapse, l'intermédiaire entre les deux neurones ou entre un neurone et des cellules musculaires, il y a un espace qui ne permet pas au message nerveux de se poursuivre. Donc il va falloir qu'il y ait une transmission chimique de l'information. Alors, je vous propose de regarder sous forme d'une petite animation déjà ce qui se passe dans l'exemple qui est proposé. Alors, l'exemple qui vous est proposé ici dans un premier temps, c'est un exemple de transmission synaptique entre deux neurones, sachant que nous, dans notre cas, de notre réflexe myotatique, la transmission synaptique entre deux neurones se fait par exemple au niveau de la moelle épinière, entre le neurone sensoriel et le neurone moteur ou motoneurone, ou alors il y a également une autre synapse, rappelez-vous, au niveau de la plaque motrice, donc à l'issue de tout le circuit réflexe, entre le neurone moteur et les cellules musculaires, donc au niveau du muscle qui va se contracter. Alors, dans cette animation, donc en image de synthèse, vous visualisez deux neurones, donc le neurone présynaptique au-dessus et le neurone postsynaptique en dessous. Et sur le neurone ici postsynaptique, vous voyez des sortes de petits récepteurs. Alors, il faut savoir qu'à l'intérieur de tout cet ensemble, on a ce que vous voyez en orange, des petites molécules. Donc, neurone présynaptique, postsynaptique. Et ce qui s'allume là, c'est ce qu'on appelle la fente synaptique. Quand un potentiel d'action arrive, vous voyez, il y a rentrée de ces petites molécules qui sont en fait des molécules de sodium qui vont rentrer par des canaux. L'entrée de ce sodium va faire en sorte que les vésicules synaptiques qui se trouvent dans le neurone postsynaptique vont être libérées. Donc voilà les molécules qui sont libérées dans la fente synaptique. Elles vont traverser la fente synaptique et elles vont pouvoir venir s'accrocher à des récepteurs spécifiques qui se trouvent sur le neurone postsynaptique ou le muscle, s'il s'agit d'un muscle. Donc cette fixation va permettre l'entrée de certains autres ions qui vont soit transmettre le message nerveux, comme vous l'avez ici entre deux neurones, soit éventuellement transmettre un message, donc un autre type de message qui sera un message qui va permettre la contraction. Alors, je vous montre rapidement sur une autre animation, justement ce qui se passe quand on a affaire à un neurone qui transmet un message. Alors, sur cette animation, vous allez visualiser justement, voilà, on voit ici des terminaisons axoniques qui sont en lien avec des cellules musculaires que vous voyez en rose. Donc là, on est typiquement au niveau d'une jonction neuromusculaire. Vous voyez qu'à chaque fois que des potentiels d'action arrivent au niveau des cellules musculaires, les cellules se contractent. Donc là aussi, on a affaire à une synapse. Donc, vous voyez ici la libération des neurotransmetteurs. Alors, à ce stade-là, ce sont des neurotransmetteurs de type acétylcholine, c'est le nom de la molécule qui est libérée. Elle se fixe sur des récepteurs des cellules musculaires et elle va permettre d'activer toutes les réactions qui vont faire la contraction des cellules musculaires. Donc voilà, vous voyez qu'à chaque fois que les potentiels d'action arrivent, ça va permettre de contracter le muscle. Donc là, on est au niveau de la jonction neuromusculaire. Alors, si on revient donc, à notre diaporama précédent, donc, je vous ai expliqué donc, rapidement ce qui se passait aux deux niveaux, soit entre une jonction neuronale, soit entre une jonction neuromusculaire. Et je vous propose maintenant de revenir sur votre schéma, donc qui va reprendre justement ces éléments de manière synthétique. Donc, vous avez ici sur le schéma l'équivalent d'un neurone présynaptique qui contient des vésicules synaptiques, qui contiennent ce qu'on appelle des neurotransmetteurs ou des neuromédiateurs. Et vous avez ici en bleu ce qu'on va appeler l'élément postsynaptique, alors qui peut être soit un neurone, soit une fibre musculaire. Alors ici, on est au niveau de l'exemple d'une plaque motrice. Donc je vous rappelle sur notre schéma. Donc rappelez-vous, hein, voilà le schéma du réflexe, de l'arc réflexe. Donc on a deux types de synapses. On a dit on a une synapse ici au niveau de la moelle épinière. Donc là, c'est une synapse neuronique, donc entre deux neurones, comme la première animation que je vous ai montrée. Et on a également un autre type de synapse ici, qui correspond à la plaque motrice, donc une synapse neuromusculaire, entre un neurone et un muscle. Donc sur le schéma là, c'est ce qu'on vous propose de visualiser. Donc ici, vous avez la terminaison
de l'axone qui se ramifie en général en plusieurs parties, et vous avez ici une fibre musculaire. Donc en fait, on essaye de comprendre comment, une fois que le message arrive du motoneurone sous forme électrique, il peut permettre la contraction du muscle qui va se situer au niveau de la plaque motrice. Donc ce message, on l'a dit, arrive sous forme électrique. Donc c'est un message qui va être véhiculé sous forme de potentiel d'action. Rappelez-vous, on a appris ça. Quand les potentiels d'action arrivent en nombre suffisant, ils vont permettre, alors par l'intermédiaire de l'entrée de certains ions dans le neurone présynaptique, mais ça, c'est pas au programme, donc c'est pas sur votre schéma, ça va permettre aux vésicules de neurotransmetteurs de venir fusionner avec la membrane et de permettre l'exocytose, c'est-à-dire la libération du neurotransmetteur qui va se retrouver dans l'espace synaptique ou la fente synaptique. Ce neurotransmetteur va se fixer à des récepteurs qui lui sont propres, qui se trouvent ici en bleu, donc sur les cellules musculaires ou un autre neurone s'il s'agit d'un autre neurone. Ceci va activer la transmission du message, à nouveau sous forme nerveuse, donc sous forme de potentiel d'action, et ceci va permettre, si on est au niveau d'un muscle, la contraction du muscle dans le cas de la synapse neuromusculaire. Quand le message a été transmis, les neurotransmetteurs qui étaient présents donc sur les récepteurs vont être dégradés et une partie des produits de dégradation va rentrer à nouveau dans l'espace présynaptique pour permettre la reformation en fait de nouvelles molécules. Donc si on résume un petit peu, on a donc ces molécules libérées au niveau du muscle qui vont permettre la contraction du muscle, donc ces neurotransmetteurs particuliers, c'est donc de l'acétylcholine dans le cas de la jonction neuromusculaire. On a donc un message électrique qui arrive du neurone présynaptique qui va se véhiculer encore une fois sous forme d'un message électrique dans l'élément postsynaptique, mais entre les deux, étant donné qu'il y a un espace, ça va être un message de nature chimique qui sera véhiculé, donc sous forme de libération de neurotransmetteurs. Alors, maintenant que vous le connaissiez déjà d'ailleurs, le fonctionnement de la synapse, je vous propose de voir les effets de certaines substances justement sur la transmission synaptique. Alors, première substance dont on peut parler, c'est le curare. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, donc c'est dans votre livre, c'est à page 351. Le curare, c'est un poison qui est utilisé par certaines tribus d'Amazonie. Donc, c'est un poison qui est extrait de lianes et qui va permettre aux personnes de cette tribu de chasser les animaux. En fait, ils enduisent des flèches avec du curare et en fait, le curare va donc paralyser un animal qui va pouvoir être maîtrisé par la suite. Alors, en quoi le curare va avoir une action justement dans notre transmission synaptique? Tout simplement parce que le curare, il a en fait la capacité, quand il est introduit dans l'organisme, de venir en fait concurrencer l'acétylcholine qui se trouve ici dans les vésicules synaptiques, et donc le neurotransmetteur. Il a la même forme, le curare, en partie que l'acétylcholine. Il va donc en fait se fixer à la place de l'acétylcholine sur les récepteurs. Donc l'acétylcholine ne se fixe en plat, il n'y a pas de transmission possible du potentiel d'action parce que le curare n'a pas du tout cette action qui permet de transmettre l'information et donc il n'y aura pas de contraction du muscle. Donc si on résume, le curare, il se fixe à la place de l'acétylcholine, il empêche donc sa fixation sur la membrane postsynaptique et donc pas de contraction musculaire. Ça, c'est un premier exemple de molécule qui peut interagir au niveau de la synapse. Un autre exemple dont on a un petit peu parlé lors du dernier cours et que vous avez tous déjà entendu évoquer, c'est l'action de ce qu'on appelle la toxine botulique. La toxine botulique ou le Botox qui est employé en chirurgie esthétique. Alors ici, pour vous montrer à quel niveau ça va se jouer au niveau de la synapse, vous avez à gauche ici sur le schéma ce qui se passe quand on a un fonctionnement normal, c'est-à-dire sans Botox. Donc on a dit, les vésicules libèrent des neurotransmetteurs qui vont aller se fixer sur les éléments, sur les récepteurs de l'élément postsynaptique, donc permettant la transmission du message. Et quand il y a du Botox, en fait, le Botox va agir au niveau de la fusion des vésicules. Les vésicules, pour libérer leurs éléments chimiques, elles doivent fusionner avec la membrane. Et le Botox va empêcher cette fusion. Et donc, forcément, les vésicules ne pourront pas ne vont pas fusionner avec la membrane et les molécules, les neurotransmetteurs ne seront pas libérés. Donc, il n'y aura évidemment pas de transmission de l'information, donc pas de contraction musculaire. Donc, le lieu d'action est un peu différent de l'exemple pris précédemment avec le curare. Donc, ici, le lieu d'action, c'est qu'il va y avoir une impossibilité aux vésicules synaptiques de fusionner avec la membrane, donc pas de libération.
d'acétylcholine, et donc pas de contraction musculaire. La conséquence est la même, mais le mode d'action est un petit peu différent. Alors pour ceux qui seraient intéressés pour en savoir un peu plus justement sur l'action du Botox, je vous propose de visionner une vidéo qui dure à peu près 4 minutes, qui est accessible sur YouTube et qui explique justement, c'est un exemple de Botox qui peut être utilisé et qui vous propose justement de vous montrer en détail au niveau moléculaire comment agit la toxine botulique, justement, comment elle peut empêcher la fusion des vésicules. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pourrez accéder à cette vidéo. Je vous mets le lien directement dans le travail à faire pour la prochaine séance si vous voulez vous intéresser à cela. Donc ça dure 4 minutes, je vous invite à aller la voir, cette vidéo. Donc voilà pour le fonctionnement synaptique, sachant que donc, je vous propose un bilan, vous allez pouvoir lire vous-même avec tous les mots importants. Donc la notion de synapse, bien sûr, qui va permettre la libération de neurotransmetteurs. Le neurotransmetteur, dans le cas de la jonction neuromusculaire, c'est l'acétylcholine, qui va permettre de contracter les fibres musculaires. Alors, il faut savoir que, on avait dit que c'était la fréquence des potentiels d'action qui permettait de savoir si le message était d'intensité importante ou faible. Donc ici, au niveau d'une synapse, ce qui va se passer, c'est que ce sera la concentration en neurotransmetteurs, justement, qui va donner une indication sur l'intensité, entre guillemets, du message qui va être transmis. Et donc, le schéma bilan, nous l'avons déjà regardé ensemble. Je vous invite à nouveau à le visualiser.